Voilà. Bon, ben, bonjour à tous pour la première session. Alors, je sais pas qui je vois là. Je vois Thomas. Je vois pas les autres, mais c'est pas grave. Pour la première rencontre de l'actualité de l'année, il y en aura 7 en tout. Merci d'être là. Je mesure, et Thomas me le disait à l'instant, combien c'est compliqué pour les étudiants aujourd'hui d'étudier, surtout à distance. Donc, n'hésitez pas, moi le premier, je suis là, vos profs sont là pour vous suivre, vous accompagner pendant toute l'année universitaire, qui pour moi commence aujourd'hui. Merci à Thomas d'accepter notre invitation. Je l'avais prévu le 3 novembre, le jour ou matin de l'élection américaine, puisque personne à ce jour ne sait si Trump 2 va passer ou Biden 1. Les éditos du matin disaient plutôt Trump revient très fort. Voilà, donc, Thomas, avant de laisser la parole aux étudiants, c'est leur métier à eux maintenant, c'est de te dire, est-ce que tu es surpris par la division de l'Amérique aujourd'hui? Toi qui as vécu aux États-Unis, je rappelle que tu étais à Cincinnati à l'âge de 7 ans, c'est vous dire, ça a commencé tôt. Tu étais correspondant pour toute la presse française très longtemps, BFM, etc. Et tu as fait 12 ans de Mediapart, où tu as beaucoup parlé des États-Unis, et tu es un des grands spécialistes, à mon avis, pour parler de ça. Est-ce que tu vois la division américaine d'aujourd'hui des États désunis? Ça te surprend ou ça a toujours été un peu comme ça? Non, pour moi, c'est l'aboutissement d'un long processus démarré il y a une quarantaine d'années à peu près. Et effectivement, j'avais le dernier bouquin que j'avais publié sur les États-Unis, effectivement, c'était en 2011, et j'ai appelé ça déjà les États-Unis d'Obama. Au sens, c'était au moment où Obama était président, et ça montrait les fractures profondes qu'il y avait dans ce pays, et qui ont fait finalement, ont fait être exacerbées par ces 4 dernières années de Trump, jusqu'à ce qu'on voyait très peu aux États-Unis, voir des gens dans la rue s'affronter. Contrairement à la France, où il y a une forte tradition, par exemple, de manifestations, voire de violences urbaines, enfin voilà, les manifestations chahutées et violentes en France, on connaît ça depuis assez longtemps. Aux États-Unis, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Jusqu'à récemment, faut remonter aux années 60, à l'opposition au Vietnam pour rencontrer de telles situations. Et là, ces derniers mois, on a pu voir à l'occasion des manifestations Black Lives Matter, mais aussi parfois, enfin, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses ce week-end qui se sont produites avec des soutiens de Trump roulant en pick-up dans les rues à fond, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est particulièrement exacerbé aujourd'hui, 3 novembre, jour de l'élection, où effectivement l'enjeu, comme tu l'as bien dit, Philippe, n'est pas tant de est-ce que c'est Biden ou Trump, mais plutôt est-ce que Trump s'en est fini ou pas. Voilà. Elena, vous avez une première question? Allez-y. Elena. Euh, je pensais plutôt en fait demander aux étudiants s'ils avaient des questions à poser avant, peut-être. Allez-y, donc je vais enchaîner avant la première question. Alors, Voilà. euh, Clément, toi, Thomas, ah on bah va. oui, allez-y. Ouais, je vois Clément Rutin pose la question, quelle est la clé de l'élection? Alors la clé, c'est un peu vague comme terme, mais bon, c'est effectivement c'est un mode de scrutin extrêmement particulier, et tout réside là-dedans. Parce que si on avait un mode de scrutin comme on connaît en France, où finalement le candidat qui a le plus de voix est celui qui l'emporte, je pense qu'il y aurait à peu près aucun doute que Biden remporterait l'élection. De la même manière qu'il faut le rappeler, il y a 4 ans, en 2016, Hillary Clinton avait obtenu 3 millions de voix de plus que Donald Trump. Mais ce système des grands électeurs, qui fait que ça se joue État par État, et lorsqu'un candidat remporte un État, ne serait-ce qu'une voix supplémentaire, il remporte tous les grands électeurs de cet État, ça conduit à un système effectivement qui peut amener le candidat qui a obtenu moins de voix à être élu. Donc ça s'est produit en 2016 avec Donald Trump, 3 millions de voix de moins. Ça s'est également produit en 2000, où George W. Bush avait 500 000 voix de moins qu'Al Gore au niveau national. Et après, ça s'est produit, je crois, 2 fois au 19e siècle, je me rappelle plus quelles élections. Donc c'est un peu ça la clé de l'élection. C'est dans quels États ça va basculer. Et je vois la question de Romain qui suivait juste celle sur la clé de l'élection, c'est quels sont les swing states. Les swing states, donc c'est des États bascules, parce que en gros, il y a 50 États aux États-Unis qui votent, plus le district de Columbie qui est État-ville de Washington. Donc disons 50 États pour simplifier. Sur ces 50 États, il y en a 40, 42, 43. On sait à l'avance qui vont voter. La Californie est le plus grand État des États-Unis, il n'y a aucun doute.
les grands électeurs vont aller aux démocrates, l'État de New York, pareil. À contrario, l'Alabama, le Nebraska, des États comme ça vont aller dans le camp de Donald Trump. Donc finalement, il y a 42 États, 43 États, grosso modo, c'est réglé, c'est plié à l'avance, on sait ce que ça donne. Mais ça nous en laisse entre 7 et 10 qui font où ça peut effectivement, excuse-moi, ça peut basculer. Donc, dans ces États, il y a un certain nombre d'États que Trump avait remporté il y a 4 ans, à la surprise générale, parce qu'on pensait qu'il basculerait démocrate. Ce sont le Michigan, le Wisconsin et j'ai oublié la Pennsylvanie, auquel il faut rajouter la Floride. La Floride est un peu perpétuellement l'État qui bascule. On l'avait bien connu en 2000 au moment de l'élection Bush contre Gore. Et pourquoi est-ce que ces États sont des États bascules? C'est parce qu'ils ont une population très divisée. Alors déjà, ils ont une population importante puisqu'ils apportent un certain nombre de grands électeurs. Je vous cite de mémoire, mais par exemple la Californie c'est 55 grands électeurs, l'État de New York c'est 29, la Floride c'est 29 aussi, la Pennsylvanie c'est 20. Donc, ils représentent à peu près 10% des grands électeurs qu'il faut pour décrocher la majorité absolue, qui se situe à 270 grands électeurs sur 538. Voilà, donc pourquoi ces États sont swing states, sont des États clés? Parce que leur population est très divisée et les sondages aujourd'hui ne permettent pas de dire s'ils vont basculer dans un camp ou dans un autre. Trump. Ouais. Thomas, tu as vu les questions, ça vient de très nombreuses, on va les prendre un peu dans l'ordre. Ouais, je vais essayer. Juliette demande si c'est un système vraiment démocratique, parce qu'on découvre en France un système assez étonnant, enfin on ne le découvre pas, mais ceux qui s'y intéressent depuis peut-être ce matin, ça semble pas très démocratique, enfin, l'histoire des électeurs par État. Est-ce que soit ça semble une représentation vraiment de l'expression d'un peuple, une démocratie? C'est pas les démocraties modernes auxquelles on est habitué. C'est un système qui a été institué à la fin du XVIIIe siècle, au moment de l'écriture de la Constitution américaine. C'est ce qu'on appelle un vote indirect. On a ça d'une certaine manière en France pour le Sénat, où finalement ce ne sont pas les électeurs qui choisissent directement, ce sont ce qu'on appelle aussi des grands électeurs, ce qu'en France on appelle les électeurs des sénatoriales, mais enfin voilà. C'est finalement, en fait, ça procède à l'époque où cette constitution a été écrite, d'une certaine forme de méfiance vis-à-vis de l'électorat. C'était une période où effectivement les gens qui avaient fait des études d'élite américaine se méfiaient beaucoup du peuple, de la population, et donc c'était une manière de finalement de se protéger en se disant les grands électeurs ils vont être capables de prendre des positions mesurées. Et il n'y aura pas cette vindicte populaire ou cette liesse qui voteront pour le premier populiste surgit, et on va introduire cette échelon intermédiaire de notables, parce que les grands électeurs finalement c'est des notables de chaque parti, qui seront capables de pondérer si jamais hypothèse par exemple de quelqu'un comme Trump, en se disant ce type-là est un peu instable, c'est un danger pour la démocratie américaine, les grands électeurs feront en sorte qu'ils ne pas voter pour lui. Mais voilà, depuis 2 siècles, finalement les grands électeurs n'ont plus vraiment de liberté de choix. C'est-à-dire que quand vous êtes grand électeur de Californie, vous avez un vote bloqué obligatoire pour les démocrates, parce que c'est les démocrates qui remportent généralement la Californie. Et de la même manière, en Floride, on va voir cette nuit, il y a 29 grands électeurs en Floride. Les 29, si la majorité des Floridiens, même à une voix près, votent pour Biden, tous les 29 grands électeurs voteront pour Biden, et inversement pour Trump. Donc finalement, aujourd'hui, ce système, pour revenir à votre question, effectivement est considéré comme, je ne vais pas dire antidémocratique, parce que la démocratie indirecte existe depuis Montesquieu, et puis tous les grands philosophes qui ont été dans la démocratie. Il y a plein de démocraties indirectes qui peuvent fonctionner. Disons, il n'est pas représentatif. Mais il est remis en cause ou pas? Il est remis en cause ou pas jamais? Voilà, il est de plus en plus remis en cause, principalement côté démocrate, et auprès d'un certain nombre d'électeurs qui disent mais c'est pas normal, voilà, il y a 4 ans, on était comme 3 millions de plus à voter pour Hillary Clinton, c'est pas qu'elle était présidente. Et ce qui se passe,
c'est que les États-Unis vivent depuis une vingtaine, une trentaine d'années de grands bouleversements sociologiques où il y a de plus en plus d'électeurs de ce qu'on appelle aux États-Unis des minorités, pour dire vraiment qui sont des électeurs latinos, des électeurs d'origine asiatique, qui votent majoritairement démocrates. Il y a de plus en plus d'électeurs urbains qui votent aussi en majorité démocrate. Et ce système indirect de grands électeurs est finalement devenu une forme de moyen de préserver l'électorat républicain. Et donc les républicains qui aujourd'hui contrôlent le Sénat et la Maison-Blanche sont farouchement opposés à une remise en cause de ce système. Parce que finalement, ça les favorise. Tout simplement parce que si les grands électeurs sont attribués de manière proportionnelle à la population de chaque État, il y a quand même des distorsions. Au sens où, je ne me rappelle plus les chiffres exactement, mais un grand électeur du Wyoming, par exemple, un État très républicain, représente beaucoup moins de gens qu'un grand électeur de Californie, qui vote démocrate. Et donc tout ça introduit un biais qui est favorable aux républicains. Alors, depuis quelques années, il y a un certain nombre d'États qui ont décidé de vouloir changer ça, en disant il faut que ça soit le vote à l'élection à la majorité absolue qui prévale. Mais pour véritablement le faire, il faudrait changer la constitution des États-Unis. Alors ça, c'est très compliqué. Il faut que les deux chambres votent chacune à la majorité absolue, et ensuite que les 2/3 des États, c'est-à-dire 36 États sur 50, ratifient. Ça sera très compliqué. Il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle aux États-Unis depuis les années 70. Donc, ils ont trouvé une forme de voie de contournement, et il y a un certain nombre d'États qui promettent désormais d'attribuer tous leurs grands électeurs à la personne qui a remporté le plus grand nombre de voix au niveau national. Et ça sera un moyen pour parvenir effectivement à avoir un système qui soit à la fois démocratique et représentatif, comme on connaît en France. Voilà, le candidat qui a le plus de voix est celui qui remporte l'élection. D'accord, on passe à la question d'Alexandre. C'est la révolte sociale. On voit des images en France de 4x4 et de gens armés jusqu'aux dents, de vitrines à New York et Washington recouvertes de bois, etc. On a l'impression que la guerre civile est demain matin ou après-demain si Trump repasse. C'est du fantasme européen, c'est survendu. Non, je pense qu'il y a une forme de réalité. Moi aussi, j'étais extrêmement surpris de voir effectivement aux journaux télévisés des commerçants placarder leur vitrine, leur devanture. Mais les passions sont exacerbées. Alors, on peut dire ça, parler voilà, de manière assez facile, utiliser un mot un peu passe-partout. Les passions sont exacerbées. Parce qu'il y a une réalité, voilà, le mouvement Black Lives Matter a montré, finalement, a agi de révélateur sur les inégalités raciales et sociales qui perdurent aux États-Unis. Et en face, il y a un camp, les Trumpistes républicains, qui, eux, se sentent à pied dans la nation américaine. Parce que, voilà, il y a des grands bouleversements démographiques et sociologiques aux États-Unis, comme je disais, où finalement, ce qu'on appelle les WASP, c'est-à-dire les White Anglo-Saxon Protestants, les protections anglo-saxons blancs, qui sont des pionniers fondateurs aux États-Unis, aujourd'hui, ils représentent une part qui diminue de plus en plus dans la population américaine. Il y a de plus en plus de minorités, les hispaniques, les asiatiques. La population noire ne bouge pas beaucoup aux États-Unis. Elle est relativement stable, autour de 13% depuis 50 ans. Et la population, on ne croirait pas à regarder les États-Unis, mais est malgré tout de moins en moins religieuse. Et donc, cet électorat blanc très religieux, sent hyper-pied et il réagit. Et c'est ça qui crée les conditions de la violence aujourd'hui. D'un côté, on a une population noire appuyée et soutenue par des groupes assez à gauche qui estiment aussi que, comme on a pu le voir en France, que des décennies de politique néolibérale ont appauvri la population. Donc on a ce qu'on a de l'autre côté, et de l'autre côté, on a effectivement cette population de blancs, principalement ruraux, religieux, qui ont détenu le pouvoir aux États-Unis depuis 2 siècles et qui sentent qu'il leur échappe.
Et donc voilà, ça conduit à ces phénomènes qui sont assez surprenants aux États-Unis, comme je le disais plus tôt. C'est-à-dire qu'effectivement, on a connu des violences au moment de l'opposition à la guerre du Vietnam, au moment de la lutte pour les droits civiques dans les années 60. Mais grosso modo, les Américains sont une population qui manifeste assez peu, qui s'exprime oralement ou en mettant des panneaux sur son jardin de manière très facile, mais c'est extrêmement rare qu'il recourt à la violence ou l'intimidation. Et tout ça maintenant a atteint un point d'exacerbation renforcé par Trump, parce qu'il faut bien dire quand même, de tout temps, les présidents américains ont toujours cherché à unifier leur électorat, même des présidents très contestés comme George W. Bush. Moi, j'étais aux États-Unis à l'époque, au moment de la guerre en Irak, qui était quand même, malgré tout assez contesté aussi. George W. Bush a toujours cherché dans tous ses discours, il était ferme sur ses politiques, mais il cherchait à les expliquer et à convaincre les Américains de sa justesse, sans ostraciser l'adversaire. Or, Trump, c'est un peu, c'est j'ai raison et vous avez tort, et je me fous de ce que vous pensez. Et du coup, ça crée cette situation. On l'a vu, c'était il y a 2 ans lors de la fameuse manifestation de gens racistes, xénophobes, en partie au Ku Klux Klan à Charlottesville, où il y avait eu un mort, un contre-manifestant tué parce qu'un manifestant raciste lui avait roulé dessus. Et au lieu d'essayer de rassembler, de finalement expliquer où était la faute là-dedans, Trump a dit qu'il y avait des gens bien de chaque côté. Et voilà, Trump a ceci de particulier, contrairement à la plupart des présidents américains auparavant, mais aussi des chefs d'État qu'on pourrait voir dans la démocratie européenne, qui cherchent malgré tout toujours à être consensuels, parce que un chef d'État incarne toute la nation, il n'incarne pas que son électorat. Pareil, bon, un chef de gouvernement, effectivement, est un chef de parti ou quelqu'un choisi par le parti, mais malgré tout, il représente toute la population. Trump, lui, dès le début, se voit comme le candidat de ses électeurs et le président de ses électeurs. Les autres, pour parler crûment, il n'en a rien à faire et il s'en moque et voire il les provoque, ce qui effectivement crée cette situation aujourd'hui un peu explosive où effectivement on ne sait pas ce qui va se passer parce que non seulement Trump est resté durant cette campagne le président et le candidat de ses électeurs, il n'a pas cherché à élargir sa base électorale, et par ailleurs il ne cesse de répéter que l'élection va être truquée, il risque de perdre parce que l'élection est truquée, et donc au lieu de s'en remettre comme on le fait traditionnellement aux États-Unis, il n'y a jamais eu de difficulté à ce niveau-là, de dire, bah voilà, moi, président, j'accepte pas le résultat des urnes, et si je perds, je me retire. Trump il a jamais clairement dit, je me retirerai pas, il a toujours dit, le seul moyen pour que je perde, c'est que l'élection soit truquée. Et du coup, ça crée ces tensions parce qu'il y a une partie de la population, les Trumpistes, qui sont convaincus que l'élection va être truquée. Et monsieur, donc on va reprendre les questions des étudiants juste après, mais on parle beaucoup en fait donc des défauts de Trump, légitimement. Mais est-ce que il a eu des avantages? Est-ce que pendant sa présidence, il a obtenu quelques succès? Quel est le vrai bilan de la présidence de Trump? Le vrai bilan de la présidence de Trump, il y a un peu en ce moment, j'entendais encore ce matin sur France Inter et puis dire un certain nombre de choses dans la presse disant que finalement Trump a gouverné comme il l'avait dit et qu'il a un bilan qui n'est pas si négatif. Moi, je suis plutôt négatif. Il a véritablement gouverné comme il l'avait dit, ça, enfin en partie. Il n'y a pas de problème. On a eu ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que la personnalité de Trump, fantasque, imprévisible, radicale, on l'a eu. Mais après, au niveau de ses réussites, c'est beaucoup plus discutable. Il y a une réussite incontestable qui est au moins autant due à Trump qu'à la majorité républicaine au Sénat, c'est qu'il a nommé des juges à la fois à la Cour suprême et les juges fédéraux qui sont les juges fédéraux, c'est des juges qui traitent des affaires qui concernent tous les États aux États-Unis, mais ils sont nommés par État. C'est une nomination qui vient de l'exécutif. Là, il a nommé plus de 200 juges assez à droite, assez conservateurs. C'était des revendications du Parti républicain depuis belle durée. Et là, on peut dire qu'il a vraiment fait ça.
il a effectivement été conforme à ses promesses de campagne et aux promesses de campagne du Parti républicain. Mais par ailleurs, je sais que quelque chose qu'on lui reconnaît aussi, c'est d'avoir s'être affronté à la Chine, d'avoir essayé de mettre un peu un holà sur la domination économique de la Chine. Moi, je suis beaucoup moins convaincu de ça parce que finalement, ce qu'il a fait, c'est beaucoup pour la forme. Il a beaucoup clamé qu'il allait mettre des barrières douanières sans véritablement les mettre, ou en tout cas en laissant suffisamment d'exceptions. Parce que mettre des barrières douanières à la Chine, c'est handicaper Apple, c'est handicaper toute la Silicon Valley qui font fabriquer l'essentiel de leurs produits en Chine. Et ça, il l'a pas vraiment fait. Donc, il y a eu un discours dans ce sens-là, mais dans les faits, ça s'est pas vraiment produit. Ensuite, Trump avait promis de défaire justement l'assurance santé mise en place par Obama, ce qu'on appelle l'Obamacare, qui était une des grandes réformes du mandat Obama. Il a ne cessé de promettre de l'abolir et il n'a pas réussi. Là, pour le coup, il n'a jamais proposé de plan alternatif. Et le Congrès n'a pas voté finalement d'abolition de l'assurance santé. Alors elle a été un peu grignotée à droite à gauche par des procédures judiciaires, mais elle n'a pas été abolie. Enfin, le grand argument de Trump pour se faire élire, c'était I'm gonna drain the swamp, c'est-à-dire je vais assécher le marais. Le marais étant Washington, la corruption politique, le règne des lobbyistes, etc. Et Trump n'a pas du tout fait ça. On pouvait s'en douter que c'était qu'un aspect de son discours, mais Trump a en quelque sorte renforcé le marécage, puisque il y a quand même un certain nombre d'enquêtes qui ont montré que Trump a profité de sa situation de président pour continuer à s'enrichir en accueillant des diplomates et des lobbyistes dans ses hôtels. Il était entouré effectivement de gens venus du monde du business qui avaient encore des liens avec leurs anciennes entreprises, et lui-même, contrairement à tous les présidents précédents, ne s'est pas séparé de ses affaires ou des titres dont il était actionnaire. Ce sont ses fils officiellement qui ont continué à gérer le groupe Trump, principalement un groupe immobilier, mais il ne s'en est pas désinvesti. Il n'a même pas fait ce qu'on appelle un blind trust, où ça serait géré de manière aveugle. C'est-à-dire que Trump a représenté l'incarnation de ce qu'il prétendait combattre et ce qu'il prétend toujours combattre, qui est effectivement cette forme de corruption politique, de passe-droit accordé aux lobbyistes et aux intérêts économiques. Donc, à mon sens, Trump n'a même pas véritablement réussi ce qu'il voulait faire. Et par ailleurs, on est quand même en droit de penser, pas uniquement en tant qu'étranger qui regardons les États-Unis loin, mais aussi à l'intérieur des États-Unis, il a en quelque sorte gangréné le discours politique, l'idée qu'on s'adresse aux gens de manière respectueuse, sans les insulter. Et c'est pas uniquement les liens avec les alliés traditionnels des États-Unis, c'est aussi à l'intérieur de la nation américaine. Quand Trump demande à ce qu'on emprisonne des gouverneurs, tout simplement parce que ce sont des gouverneurs démocrates qui essayent de se débattre avec la pandémie du Covid, et qu'il fait chanter à emprisonnez-les, il faut continuer à aller sans masque, c'est un niveau de discours politique qui est extrêmement violent, extrêmement polarisant. Et en politique étrangère, ça a énormément joué. Il faut voir, par exemple, que quand le président Macron a vu arriver Trump et a été élu quelques mois après, pendant un an et demi, voire 2 ans, Macron et les diplomates autour de lui ont décidé on va essayer de s'accommoder avec Trump. Ça sert à rien de le braquer. Il est, pour le dire assez vite, un peu particulier comme président, mais on va faire ami avec lui. On va essayer de pas prêter attention à toutes ces incartades, à toutes ces insultes. C'est comme ça qu'il a été accueilli à l'Élysée. On lui a déroulé le tapis rouge lors d'un 6 juin, etc. C'était le choix qu'on peut parfaitement comprendre des diplomates et de l'Élysée en France, de se dire bon, essayons de nous accommoder plutôt que de nous braquer avec lui. Et ça n'a pas fonctionné. Et depuis à peu près 1 an, on discute avec des diplomates français ou des conseillers de l'Élysée, ils ont fait une croix sur Trump. Ils savent que voilà, on n'arrive à rien, même en étant accommodant avec lui, parce que non seulement il n'y a pas de cohérence dans ses décisions, mais après on n'est jamais à l'abri de se faire poignarder dans le dos, comme c'est arrivé à plusieurs reprises à la France.
Bon, c'est arrivé aussi en Allemagne et même d'une certaine manière, hein, en Grande-Bretagne, Boris Johnson était le meilleur ami de Trump jusqu'au moment de se faire élire. Hein. Il a adopté à la fois des stratégies politiques identiques et son grand argument à Boris Johnson, c'était de dire mais notamment en faisant le Brexit, on va passer des accords commerciaux avec les États-Unis et finalement on abandonne l'Europe, certes, mais on va s'amarrer à la première économie mondiale, les États-Unis, et ça va aller bien pour nous. Et en fait, voilà, Boris Johnson n'arrive à conclure aucun accord économique, aucun accord commercial avec les États-Unis qui finalement, ils ont ça, mais on aurait pu douter, ils n'ont pas grand-chose à faire du Royaume-Uni, hein, qui est l'Europe, ça les intéresse d'avoir des relations commerciales avec l'Europe. Avec le Royaume-Uni, c'est un peu trop petit. Et même Trump n'a jamais essayé de favoriser son soi-disant ami Boris Johnson en permettant d'accélérer les négociations commerciales. Il n'a rien fait pour cela. Donc voilà, je me suis peut-être un peu éloigné de la question initiale, mais à mon sens, voilà, je sais qu'il y a un peu ces derniers jours une tendance à reconsidérer Trump en disant bah finalement il a dit ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il a dit, on devait s'y attendre et c'est pas si négatif que ça son bilan. Si on regarde toutes les appréciations quand même, il a fait des choses et moi je pense hormis les nominations de juges, il n'a pas fait grand chose. D'accord, merci beaucoup. On a des questions qui se rejoignent un peu. On a Issam et Benjamin qui a posé des questions et notamment quel serait donc l'impact pour les États-Unis en fonction du résultat des élections. Et aussi, quel serait le président gagnant qui aurait un programme le plus avantageux pour la France? Bah, je crois qu'il y a prendre la deuxième question, enfin la deuxième moitié de la question sur le programme le plus avantageux, c'est évidemment celui de Biden, au sens où Biden déjà c'est quelqu'un que les Français connaissent bien parce qu'il était vice-président d'Obama pendant 8 ans, il était en partie chargé de la diplomatie, donc c'est quelqu'un qui est souvent fréquemment venu en France. C'est un politicien de carrière, centriste, qui discute avec tout le monde, qui est plutôt intelligent, plutôt sympathique. Donc déjà, ça fera un gros changement au sens où quand Biden viendra en France, on pourrait discuter de véritables problématiques et non pas des questions superficielles comme avec Trump. Il y aurait un véritable engagement. Par ailleurs, Biden s'est un peu quand même fait une spécialité de la politique étrangère dans sa seconde moitié de carrière, donc c'est quelqu'un qui connaît un peu tout le monde partout dans le monde, donc c'est quelqu'un avec qui il est très facile de discuter au niveau diplomatique, donc il y aurait un réengagement des États-Unis à ce niveau-là. Par exemple, Biden a promis qu'il réintégrerait l'accord de Paris sur le climat, qui voilà est quelque chose qui tient à cœur à la France, puisque c'est lors du COP21 à Paris que cet accord avait été conclu. Donc pour tout cet aspect-là, il y aura, je pense, un vrai changement pour la France, entre guillemets, avantageux. Mais après, ils ne font pas non plus se leurrer. Je pense qu'il y a une tendance de fond qui était déjà présente sous Obama. Et à mon sens, c'est un des plus gros héritages de la politique Obama, qui est paradoxalement été poursuivi par Trump. C'est une forme de désengagement des États-Unis des affaires du monde. On l'a surtout vu au Moyen-Orient. Mais c'est également vrai vis-à-vis de l'Europe. Les Américains se sont désengagés. Ils veulent de moins en moins être les gendarmes du monde, s'impliquer dans des guerres qui n'en finissent pas. Enfin, je veux dire, l'Afghanistan et l'Irak ont été des échecs cuisants pour les États-Unis. Ce sont deux guerres qui n'ont résolu aucun des problèmes, qui leur ont coûté très cher économiquement, mais aussi en termes de pertes humaines et d'image. Thomas, est-ce que c'est le fait que les États-Unis n'ont pas gagné une seule guerre depuis 1945? Mais je pense que ça compte, hein, puisque voilà, ils se sont engagés en déployant énormément d'hommes et d'argent, hein, pour le dire, juste et sans résultat
tangible à se mettre sous la dent. Enfin, je veux dire, le Vietnam est encore aujourd'hui, en 2020, un pays farouchement communiste. L'Irak est retombé dans des querelles impossibles. Alors, effectivement, c'est certes plus Saddam Hussein, mais la situation possible au Moyen-Orient, on la connaît, et comme eu un effet domino de l'Irak à la Syrie. Quant à l'Afghanistan, voilà, ils sont en train de se désengager, et les talibans sont en train de passer un accord pour partager le pouvoir, si ce n'est revenir complètement au pouvoir en Afghanistan. Donc voilà, ce sont des situations, et ils ont bien vu qu'en s'impliquant, que l'on soit d'accord ou pas avec leur cause, c'est même en dehors du débat, en s'impliquant, ça n'a pas marché. Et ils ont eu plus de coups à récolter que de bienfaits à récupérer. Donc il y a cette tendance au désengagement, et les Américains ont aussi compris que voilà, leur domination n'est plus aussi absolue. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, il y avait un affrontement avec l'Union soviétique. C'était un affrontement qui, s'il était égal au niveau des armes et de la compétition spatiale, ces sortes de choses-là, était finalement assez inégal du point de vue économique. Et les Américains ont en quelque sorte assez aisément remporté la guerre froide, et personne ne cherchait à s'exiler en Russie ou dans le bloc de l'Est pour réussir économiquement, pour faire fortune, alors que l'inverse était plutôt vrai. Et voilà, donc ils sont sortis en 89 assez victorieux. C'était la grande puissance, soit que c'est Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui appelle ça l'hyperpuissance. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a d'un côté la Chine, qui est effectivement en passe de devenir la première puissance économique mondiale, et il y a l'Union européenne, qui, malgré ses désaccords et son absence de politique commune sur plein de choses, est perçue à l'étranger comme une véritable puissance économique. Et les États-Unis ont aussi compris que c'était ça l'enjeu aujourd'hui, c'était de chercher à tirer son épingle du jeu face à la Chine et à l'Union européenne, et non plus à intervenir aux quatre coins de la planète, et que ça devenait compliqué. Donc on repasse sur un monde qu'on pourrait appeler tripolaire, Asie, Union européenne, États-Unis, qui voilà, c'est cette forme de désengagement. Je pense que Obama l'avait compris. Obama a, je ne vais pas dire maltraité l'Union européenne, mais en gros, il n'a pas eu de relations excellentes avec l'Union européenne. Il se manquait un peu de l'Europe, il la voyait comme un adversaire. Et Trump a poursuivi ça avec la Chine et avec l'Union européenne. Et ça, je pense que c'est une tendance lourde des États-Unis, et ça ne changera pas avec Joe Biden. Alors avec Joe Biden, ça sera apaisé, ça sera tranquille, etc. Mais je ne pense pas qu'il y aura un gros changement de ce point de vue-là. Peut-être qu'il y aura une réimplication au niveau de la question climatique, ça c'est possible. Et pour répondre à la première partie de la question, qui était qu'est-ce que ça changera pour les Américains, pour le coup, je pense que pour les Américains, c'est quand même deux programmes radicalement opposés. Alors, il faut souligner que d'un côté, il y a un programme avec Biden, de l'autre côté, il n'y a pas de programme avec Trump, puisque on l'a vu fin août, début septembre, lors de la convention républicaine, pour la première fois depuis, je ne sais pas si c'est depuis jamais ou en tout cas depuis les dernières décennies, le Parti républicain n'a pas proposé de plateforme, de programme pour la réélection de Trump. En gros, ils se sont tous alignés. Notre programme, ça sera ce que veut Trump. Et comme on a vu, ce que veut Trump est changeant et voilà, n'a jamais été très efficace. Donc, ce qui est clair, c'est qu'avec Trump, ça sera un peu la continuation de ce qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire des politiques très libérales, la nomination de juges qui chercheront à revenir en arrière sur des questions comme l'avortement, ou qui chercheront le statu quo sur la question de la possession des armes, de la peine de mort, des choses comme ça. Donc un programme assez conservateur et assez libéral. A contrario, avec Joe Biden, il est à peu près évident qu'il y aura une plus grande attention portée aux questions climatiques. Ça, c'est à peu près sûr, parce que voilà, c'est quelque chose qui, c'est pas que ça n'intéresse pas Trump, mais il le combat comme une partie des républicains. Avec Biden, il y aura ça. On peut penser qu'il y aura la poursuite de l'assurance santé, qui a quand même permis à des millions d'Américains d'avoir accès à une forme d'assurance santé qui n'est pas donnée, qui n'est pas chère, je veux dire, qui coûte, mais qui est mieux que ne rien avoir. Et on peut penser aussi que du coup les relations avec la communauté noire et je pense qu'on a pu voir récemment sera probablement moins envenimées
que sous Trump, même si ça ne signifie pas que ces problèmes qui remontent effectivement à l'esclavage et aux décennies de ségrégation raciale vont se résoudre immédiatement. C'est un long processus, et on peut penser quand même que Biden y sera attentif, ce que n'a pas du tout été Trump. Donc pour ça, je pense que ça changera beaucoup pour les Américains. Et moi, enfin d'un point de vue personnel, je vois ce que j'ai encore un certain d'amis aux États-Unis qui me disent on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir se réveiller le matin sans se demander ce qu'a été Trump de complètement branque ou le barjot qui nous aliène une partie de la population. Donc pour la santé mentale des Américains, je crois que ça sera aussi un grand changement. À ce propos, Thomas, regarde la dernière question qui m'a l'air très pertinente, Roman. Comment on explique la perméabilité de l'électorat américain aux fausses nouvelles, aux manipulations? Ils sont plus cons que les autres? Non, pas certainement pas. Je pense que ils sont dans la même situation que ce qu'on peut avoir en France. Hein. Moi, je suis pas un spécialiste de la question, mais bon, là, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur des médias extrêmement partisans, où la désinformation règne en maître. Voilà, la différence avec la France, c'est qu'en France, il y a quand même un certain nombre de garde-barrières qui sont déjà les médias sérieux. Donc, mais ça aussi aux États-Unis, il y en a. Hein. Enfin, l'immense majorité des médias aux États-Unis est très sérieux, qui font le même boulot qu'en France. Donc, de ce point de vue-là, mais il y a effectivement un pan des médias aux États-Unis, beaucoup plus côté républicain que côté démocrate, qui sont farouchement partisans et qui n'hésitent pas à reprendre des informations peu sourcées, pas fiables, ou voire carrément de la désinformation. Hein. Fox News étant emblématique de ça, puisque Fox News s'est rangé derrière le président Trump d'une manière assez incroyable, où finalement, peu importe les enquêtes sérieuses, peu importe la vérité, ce qui compte, c'est ce que nous, on vous affirme. Mais il n'y a pas que Fox News, il y a tout un archipel, je dirais, de médias extrêmement conservateurs qui sont véritablement des médias partisans aux États-Unis, plus qu'en France. Donc c'est un premier point. Et le deuxième point, je crois, qui est important, la deuxième grosse différence, c'est que aux États-Unis, quand même, en France, je veux dire, on a une classe politique qui, quel que soit son bord, reste attachée à ne pas promouvoir de la désinformation. Si on prend les deux extrêmes politiques en France, que ce soit le Rassemblement national ou la France insoumise, voire la LCR, ce sont des gens, qu'on soit ou pas d'accord avec leurs idées politiques, se basent sur un certain nombre de faits communément admis, et ne mentent pas de manière continue. Ils interprètent les faits à leur manière, mais ils n'inventent pas de nouveaux faits, ils n'inventent pas de statistiques ou quoi que ce soit. Et ça, aux États-Unis, Trump étant emblème de ça, il y a une classe politique pour qui seul compte la victoire. Et ça rejoint un peu ce que je disais au début sur la sociologie, c'est-à-dire qu'il y a tout un électorat américain, pour aller vite, en gros, de blancs ruraux très religieux qui sentent qu'ils perdent le pied dans ce pays. Ce ne vont plus être eux les maîtres du pays comme ils l'ont été pendant plusieurs siècles, et qui donc sont prêts à faire de la désinformation pour essayer de garder le pouvoir. En France, on n'a même pas ça. On n'a pas une classe politique. Il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui trichent avec les statistiques en France, mais pas au point où on est aux États-Unis. Je crois que c'est le quotidien Washington Post qui tient chaque jour compte de tous les mensonges véhiculés par Trump. Et je crois qu'on est au chiffre de 22 000 en 4 ans. Alors je pense qu'il y a plusieurs fois le même dans ces 22 000, donc c'est pas 22 000 mensonges différents, mais c'est quand même... On a du mal à imaginer ce que ça peut être un président intervenant, raconte tout et n'importe quoi, sans véritablement ancrage dans la réalité. Et forcément, ça a un impact. Je veux dire, toi et moi, Philippe, on est journalistes. Là, vous êtes des étudiants journalistes. Vous êtes probablement des gens surinformés. Nous, on est surinformés. On lit plusieurs quotidiens par jour. On regarde la télé, on écoute la radio. La majorité de la population, et pour le coup, c'est vrai aux États-Unis comme en France, et on ne s'informe pas plus que ça. Les gens écoutent un flash d'informations par jour, vont lire quelques nouvelles par-ci par-là. Et donc, quand on a un président et des hommes politiques, des élus qui vous assènent des contre-vérités, et qu'on est soi-même assez peu informé, ça a un impact très fort. Et merci beaucoup.
On a pas mal de questions au sujet du vote par correspondance. Ouais. Et donc, notamment, pourquoi est-ce qu'il retarde les résultats? Donc ça, ce serait une première partie de question. Et aussi, on a Cécilia qui demande si la poste américaine dirigée par un allié de Trump n'a-t-elle pas aussi un impact déterminant sur ces élections? Et donc sur le vote par correspondance. Bien sûr, ouais. Alors effectivement, le vote par correspondance, il y a généralement autour de 150 millions d'Américains qui votent. Enfin, c'était 150 millions dans l'élection. Là, on dit que ça pourrait passer à 160 millions parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent. Voilà, c'est considérable. Hein. C'est 4 fois plus, 5 fois plus qu'en France. Et donc, ils ont mis en place ce système de vote par correspondance et qui, effectivement, a cette année battu les records, principalement en raison de la crise du Covid, qui permet effectivement de poster son bulletin et de ne pas avoir à sortir et aller dans un bureau de vote aujourd'hui, le jour J. Mais après, les règles électorales aux États-Unis sont au niveau de chaque État, voire des fois au niveau des communes. Mais là, c'est un État fédéral, donc chaque État décide de comment il comptabilise ses bulletins de vote. Et la question, pour répondre à la première question, en fait, il y a des États qui ont déjà commencé à compter des bulletins par correspondance qui sont arrivés, et donc ils les comptabilisent, ils font des comptes, ils stockent ça, c'est secret, et ça sera révélé ce soir après la fermeture des bureaux de vote. Mais il y a un certain nombre d'autres États, dont les États clés qui sont la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, qui eux décident de commencer à compter à partir de la fermeture des bureaux de vote. Ce qui fait qu'on peut imaginer qu'il y a à l'heure actuelle dans ces États des cartons entiers d'enveloppes remplis qui n'ont pas été dépouillés. Et voilà la raison, ça va prendre du temps. Ça va prendre finalement aussi beaucoup plus de temps de comptabiliser ces bulletins par correspondance que ça ne prend de comptabiliser ceux le jour même. Parce que, vous le savez probablement, dans la plupart l'immense majorité des bureaux de vote aux États-Unis, on vote pas en déposant un bulletin dans l'urne, mais on vote avec un bulletin soit perféré, soit un système informatique, parce que ce n'est pas juste la présidentielle qui se joue aujourd'hui, mais tout un tas d'élections, des élections au Congrès, un tiers du Sénat, la totalité de la Chambre des représentants, plus tout un tas d'élections locales allant du collecteur des poubelles au juge, en passant par le gouverneur et les assemblées locales. Donc en fait, c'est un bulletin de vote à rallonge où on fait des croix où on poinçonne pour qui on veut voter. Et donc, quand on le met dans une machine le jour même, la machine enregistre. Quand il faut sortir ça de l'enveloppe, vérifier que c'est valide, vérifier sur la liste électorale, etc., ça va prendre du temps. Et c'est ça qu'on craint, effectivement, aujourd'hui, c'est que on mette beaucoup de temps à comptabiliser ces bulletins. Alors je crois que la question avait été un peu posée au début, enfin si elle n'a pas été posée, c'est pas grave, c'est un élément à avoir en compte pour la nuit prochaine, c'est qu'il semble qu'il y ait davantage d'électeurs démocrates qui votent par correspondance. À la fois parce que je pense que les démocrates aux États-Unis veulent à tout prix se débarrasser de Trump, donc ils veulent voter, ils veulent s'assurer que leur voix va être entendue, et donc ils ont posté leur bulletin dans l'urne, pour certains il y a quelques semaines, pour d'autres il y a quelques jours. Et par ailleurs, Donald Trump mène une campagne de désinformation depuis plusieurs mois sur les votes par correspondance, disant que c'est ouvert à toutes les fraudes. Je fais une parenthèse, j'ouvre une parenthèse là pour dire qu'on n'a jamais trouvé de fraude dans le vote par correspondance aux États-Unis, et toutes les études qui ont été menées depuis 10-15 ans ont quasiment trouvé un nombre extrêmement faible, carrément marginal de fraude électorale aux États-Unis. Donc je referme la parenthèse. Donc voilà, les républicains votent moins par correspondance. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut penser que beaucoup des votes par correspondance qui sont arrivés ces derniers jours, ces dernières semaines, au niveau des États, favorisent les démocrates. Et aujourd'hui, par contre, les républicains vont se déplacer physiquement présents dans les bureaux de vote. Et donc, ce soir, on verra, il y a des chances que Trump arrive en tête dans un certain nombre d'États où c'est serré, tout simplement parce qu'on va comptabiliser d'abord les bulletins des gens qui ont voté aujourd'hui, et qu'ensuite, on va dépouiller les bulletins de vote par correspondance. Et comme ça risque de prendre du temps, on ne devrait avoir des résultats que dans quelques jours, voire éventuellement dans des situations difficiles, que quelques semaines pour certains États. Et il est
fort probable, et ça, si vous suivez comme moi cette nuit les résultats arrivés en direct, que un certain nombre d'États qui sont donc les swing states, les États clés, on voit un avantage au niveau de sortie des urnes pour Trump. Et cet avantage, il y a de fortes chances qu'il soit réduit grandement, voire réduit à rien et anéanti par le dépouillement des votes par correspondance. Mais pour ça, il va falloir attendre. Deuxième partie de la question, est-ce que le fait qu'effectivement Trump a nommé à la tête de la Poste, US Postal Service, un de ses grands donateurs, et il y a eu un certain nombre de tentatives de ralentir l'acheminement des bulletins. Il y avait même eu cet été une décision prise de ne plus acheminer les bulletins, ou en tout cas de les retarder. Ça a été battu en brèche par le Congrès, mais je lisais ce matin, je crois, je sais plus, dans un journal américain, on a pu remarquer des différences de rapidité d'acheminement, avec notamment des taux d'acheminement l'équivalent d'un J+2 pour la Poste en France, ou J+4, qui normalement pour la Poste américaine est autour de quelque chose comme 94-95% d'acheminement à J+2. Bizarrement, pour des bulletins, on avait des bulletins de vote, parce que c'est des enveloppes prépayées, donc on sait très clairement que c'est des bulletins de vote. On était plutôt à un taux entre 85% ou 87% d'acheminement à J+2, ce qui voudrait dire un retard pour les bulletins. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu sciemment la volonté d'acheminer lentement les bulletins? Je pense qu'il va y avoir des enquêtes à mener. On a aussi remarqué que la Poste dans les quartiers à majorité noire acheminait les bulletins moins vite que dans les quartiers à majorité blanche. Alors, est-ce que c'est parce que, je sais pas, il y a plus de gens qui votent ou pas, ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus de gens qui sont moins compétents dans ces bulletins, dans ces bureaux de vote? On ne sait pas, mais c'est une statistique assez perturbante, sachant que les Noirs américains votent en immense majorité. Bon an, mal an sur les élections, c'est autour de 90-95%. Ils votent en majoritairement démocrates, les Noirs américains. Donc, tout ça laisse supposer qu'il y a eu quand même quelques tentatives au niveau de la hiérarchie de la Poste aux États-Unis, enfin la haute hiérarchie, d'infléchir ou en tout cas de ralentir l'acheminement des bulletins de vote. Merci beaucoup. On a une question d'Ismaël qui demande si Donald Trump perd les élections, est-ce qu'il pourrait être le premier président à aller en prison? En plus d'être, il me semble pas, un des premiers présidents à ne pas être réélu pour un deuxième mandat. Non, ce ne serait pas le premier président à pas être élu pour un deuxième mandat, puisqu'il y a eu George Bush père en 88. Enfin, il a été élu en 88, en 92, il a perdu. Il y avait eu Jimmy Carter qui a fait 76 à 80, qui n'a pas été réélu. Donc c'est pas fréquent, hein, les présidents pas réélus aux États-Unis, mais c'est quand même arrivé. Et si Trump n'est pas réélu, il serait le premier en 30 ans à ne pas être réélu. Après, est-ce qu'il risque d'aller en prison? C'est impossible à dire. Si il a des procédures judiciaires contre lui préalables à l'amener en prison, ça sera pas pour sa gouvernance ou pour des actes qu'il a effectués en tant que président, a priori, hein, sauf si on découvre des choses, enfin de la haute trahison, hein, puisque le président américain a une immunité judiciaire comme le président français, sauf pour les questions de haute trahison ou de alliance avec l'ennemi. Donc il faudrait qu'on trouve ça. Mais en fait, le principal problème, ce sont son business, ses affaires. Parce que effectivement, il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont menées principalement par le ministre de la Justice de l'État de New York, ce qu'on appelle l'Attorney général de New York, sur des malversations, des fraudes dans ces affaires immobilières. Pour certaines, ça remonte à des dizaines d'années. Pour d'autres, elles sont plus récentes. Et il y a aussi une question importante, c'est que Trump, contrairement à l'image de grands milliardaires, grands Manitou et du business qui s'était forcé de bâtir en des années, et en fait quelqu'un d'extrêmement endetté. Le New York Times, par rapport à l'exploitation de ces déclarations d'impôts,
estime que Trump lui-même, mais surtout son groupe, son trust, est endetté autour de 400-450 millions de dollars et que ses dettes arrivent à échéance en 2022. Et que donc les créditeurs, les banques, vont lui réclamer l'argent et s'il l'a pas, ça risque de poser de sérieux problèmes. Et c'est pour ces raisons-là qu'il y a la possibilité qu'il aille en prison. Enfin, en tout cas, moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'il pourrait aller en prison, mais avoir de sérieuses et graves ennuis judiciaires. Alors, effectivement, par ailleurs, durant sa carrière, Trump a montré quand même une incroyable résilience et une incroyable capacité à justement à réussir à contourner toutes les procédures judiciaires lancées contre lui, puisqu'il y en a eu un certain nombre. Qui arrive à beaucoup d'agents immobiliers, de promoteurs immobiliers, hein, il n'y a pas le seul dans ce cas-là. Et on peut également penser que, vu son âge et vu l'armée d'avocats qu'il a autour de lui, il puisse en tout cas retarder sérieusement l'échéance de la prison si jamais il devait y avoir des procédures judiciaires qui menaceraient d'aboutir en prison. Merci. On n'a pas d'autres questions pour l'instant de la part des étudiants. Et alors, donc, moi, je suis un peu remonté, il y avait il y en a plein, hein. Une ancienne question sur la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Ne montre-t-il pas une certaine peur de la défaite de Trump? Et je pense que c'est pas tant une peur de la défaite, puisque, comme je l'ai dit, hein, l'idée de nommer des juges conservateurs à la Cour suprême et au sein du programme républicain, et pour le coup, là, Trump a vraiment appliqué le programme républicain à la lettre. Mais il est vrai que Trump s'est en quelque sorte offert une forme d'assurance vie, notamment en cessant de répéter que la Cour suprême pourrait bien être l'arbitre de ces élections. C'est ce qui s'était passé en 2000. Lors des fameuses élections Bush contre Gore contestées, où finalement le recomptage des votes en Floride avait abouti jusqu'à la Cour suprême, et c'est la Cour suprême qui avait décidé d'interrompre toutes les opérations de recompte et d'en rester au résultat proclamé initialement, qui était 500 voix d'avance pour George W. Bush en Floride. Et de cette manière, c'était une décision en plus absolument unique dans les annales de la Cour suprême, qui par ailleurs avait été rédigée d'une telle manière que ça ne devait pas former précédent, alors que toutes les décisions de la Cour suprême sont censées être des précédents judiciaires. Et là, il avait tout de telle manière, ce qui montrait une certaine forme de pusillanimité en quelque sorte, en disant voilà, on prend cette décision, mais il faut surtout pas se baser sur cette décision pour dans d'autres situations. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, Trump se dit que si l'élection est contestée dans un second État, ce qui est une forte possibilité, hein, si les élections sont serrées, on va rentrer dans des batailles judiciaires, et pour le coup, chaque camp, que ce soit le camp Trump ou le camp Biden, a déjà des bataillons d'avocats qui sont prêts à aller en découdre sur les modalités du vote dans telle ou telle circonscription. Et in fine, ça pourrait être la Cour suprême qui règle la situation. Alors c'est pas obligatoire, hein, parce que en 2000, d'une certaine manière, c'était la Cour suprême qui s'était auto-saisie de la situation. Aujourd'hui, il faudrait qu'elle s'auto-saisisse de la situation. Mais Trump compte effectivement, il a aujourd'hui une forme de super majorité à la Cour suprême, c'est-à-dire sur les 9 juges, il y en a 6 qui votent de manière assez constante, avec des arguments très conservateurs. Et effectivement, on a pu voir, il y a un petit, je mets un petit bémol là-dedans. Le président de la Cour suprême, le juge John Roberts, est quelqu'un qui est plutôt un conservateur assez traditionnel, assez bon teint, a montré extrêmement d'inquiétude ces derniers temps, au sens où lui, il cherche à préserver l'intégrité de l'institution. Et l'institution Cour suprême fait effectivement très dévalorisée aux yeux des Américains lors de son intervention dans le vote de 2000, Bush contre Gore. Aujourd'hui, on peut penser que John Roberts, le président, fera très attention, parce que si la Cour suprême intervient de manière extrêmement partisane, elle se délégitimise pour les années à venir. Alors, en même temps, je faisais cette remarque à
un ami journaliste qui suit les États-Unis, et il me disait oui, mais la voix de John Roberts n'est plus aussi prépondérante aujourd'hui, puisque même si lui entend voter de manière impartiale, il reste quand même 5 juges farouchement conservateurs, avec un point d'interrogation sur effectivement Amy Coney Barrett, qui a été nommée officiellement lundi dernier, donc il y a tout juste une semaine. Elle n'a jamais voté dans aucun des cas de la Cour suprême pour l'instant, donc on ne sait pas effectivement quelle va être sa tendance. On peut supposer que elle se rangera dans le camp de la personne qui l'a nommée, c'est-à-dire Donald Trump et les Républicains. Bon, il n'y a aucune garantie à ça. Hein. Maintenant, Amy Coney Barrett, elle a été nommée, sa nomination elle est à vie, personne ne peut la destituer, donc elle peut très bien décider d'adopter une position parfaitement intègre, et ça, on ne le sait pas. Merci. Il y a une question sur QAnon et puis une autre sur les grands électeurs. Ouais. Alors, QAnon, c'est difficile à dire, c'est vrai que ça paraît tellement hallucinant et aberrant, mais on a pu voir effectivement un certain nombre d'électeurs de Trump se réclamer des théories de QAnon. Alors, je le fais rapide pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. C'est des théories extrêmement conspirationnistes qui ont surgi sur des forums de la droite conservatrice il y a quelques années, développant des trucs absolument absurdes, indiquant qu'il y aura une vaste conspiration au niveau de l'État profond de démocrates pédophiles, et que Trump était la personne qui allait s'opposer à ça. Alors, on est vraiment dans les théories de la conspiration les plus incroyables, qui sont en plus fondées sur rien, puisque QAnon, comme son nom l'indique, est purement anonyme, donc on peut même pas dire que ça soit comme certaines théories de la conspiration où les gens les revendiquent ouvertement, puisque là les personnes qui ont lancé ça sont restées anonymes. Mais il semble que voilà, ça un certain nombre de l'électorat de Trump soit influencé par ça. Moi, je suis incapable de vous dire si c'est majoritaire, si c'est extrêmement minoritaire. Je ne sais pas. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement des gens s'en réclament. De la même manière que j'avais été assez étonné. Moi, c'était lors de c'était la réélection d'Obama en 2012, les élections de 2012. C'était l'époque où le Tea Party était très en vogue, et une des grandes théories du Tea Party était de clamer que Obama n'était pas né aux États-Unis, mais au Kenya, et que par conséquent, il ne devrait pas avoir la nationalité américaine et ne pouvait pas être élu président des États-Unis. Petite parenthèse aussi, c'est quelque chose sur lequel Trump, avant qu'il soit président, a beaucoup surfé. Et bon, c'est quelque chose qui avait été démontré comme faux par tout le monde. Obama avait produit son extrait de naissance. Enfin, il y a personne de sérieux qui contestait le fait qu'Obama soit américain. Mais néanmoins, moi, quand j'allais dans des meetings républicains, je trouvais toujours un certain nombre de gens qui proclamaient qu'Obama était un musulman kényan. Voilà. Donc, c'est dur, c'est très difficile de mesurer la perméabilité à ces idées. Ce qui est clair, c'est que voilà, il y a quand même une petite minorité qui s'exprime très fort, qui est très bruyante du côté de Trump, qui est sensible aux idées développées par QAnon. La question des grands électeurs, qui sont les grands électeurs? En fait, ce sont c'est quelque chose dont il faut... J'essaie d'expliquer, il faut généralement se détacher, parce qu'on s'en moque en fait de qui sont les grands électeurs. Véritablement, ce sont des notables de chaque parti. C'est-à-dire, ce sont des maires, des élus locaux, des gens qui sont des forts militants du parti, démocrates ou républicains, qui sont choisis. Et en fait, leur vote n'est pas libre. C'est-à-dire que quand vous êtes grands électeurs, c'est-à-dire que par exemple, prenons un exemple, admettons que la Floride tombe aux mains des républicains, enfin qu'il y a une majorité d'électeurs qui votent pour, disons, Donald Trump en Floride, il va y avoir 29 grands électeurs qui vont être républicains. Alors, effectivement, ce sont des individus qui vont être le président du Parti républicain de Sarasota, le conseiller municipal de Miami, etc. Mais en fait, ils n'ont pas la liberté de vote, ils doivent voter républicain. Donc voilà, ce sont des individus, certes, mais dont le vote n'est pas libre, dont le vote est mandaté par l'électorat. Tu as une question sur le gerrymandering. Ah oui.
Alors, le gerrymandering, est-ce qu'on peut en avoir peur dans certains États et du Sud? Oui, absolument. Enfin, c'est le deuxième pendant de ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure par rapport à ce mode de scrutin indirect, où le Parti républicain, parce que c'est principalement lui, cherche à préserver, si ce n'est sa majorité, en tout cas ses forces, avec un système indirect de grands électeurs. C'est aussi ce système qui existe au Sénat des États-Unis, parce que le Sénat, contrairement à la France où c'est l'Assemblée nationale qui est plus puissante, le Sénat aux États-Unis c'est lui qui est le plus puissant. Il y a 100 sénateurs, 2 par État, ce qui veut dire que la Californie, je crois que c'est la Californie, je ne crois pas dire de bêtises, mais quelque chose comme 70 millions d'habitants, 50 millions d'habitants, a 2 sénateurs. Le Nebraska, qui a 1 million d'habitants, en a 2 aussi. Donc ce système favorise les États ruraux et donc indirectement le Parti républicain. Et le gerrymandering, c'est un peu la même chose. Alors, le gerrymandering, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la découpe électorale, des circonscriptions électorales. Et ça, c'est quelque chose qui se fait au niveau de chaque État et qui décide de la manière dont on va découper. Et avant, c'était quelque chose qui se faisait un peu au doigt mouillé, etc. Et je suis malheureusement assez vieux pour me rappeler que Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur en 1986 en France, avait procédé à un redécoupage électoral et il ne s'était pas caché de l'avoir fait pour favoriser les chances de la droite en France à l'époque du RPR dans la manière dont on redécoupe les districts. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus subtil parce qu'on peut s'appuyer sur des modélisations informatiques et on en parvient à découper électoralement des circonscriptions qui ont des formes absolument aberrantes. Il y avait un exemple, je crois que c'était au Texas, c'était il y a quelques années, mais ça doit toujours être en vigueur, où il y avait un bout du Texas dans une circonscription, puis il y avait un long corridor de 1 km de long sur 1 km de large sur 150 km de long qui descendait pour regrouper à nouveau quelques bourgades. Et c'était un découpage qui ne correspondait à aucune réalité géographique, urbanistique, sociologique, tout ce que vous voulez. Ça consistait simplement à mettre un maximum d'électeurs dans une circonscription. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait du gerrymandering, du découpage électoral? C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes un républicain qui découpe les circonscriptions électorales, vous allez faire en sorte de mettre tous les démocrates dans une même circonscription. Vous mettez par exemple une circonscription qui va voter à 95% démocrates, vous leur faites avoir un électeur, et après vous découpez 2 circonscriptions avec dans chacune 60% de républicains, et donc ils vont avoir une majorité qui vont avoir 2 élus. Donc voilà, c'est ça le gerrymandering, et effectivement, les républicains ont ouvertement admis, un certain nombre de républicains ont dit on fait du découpage électoral pour non pas représenter fidèlement l'électorat, mais être en position de garder un maximum d'élus. Alors, c'est quelque chose qui se fait au niveau de chaque État, qui est généralement fait, ça dépend des États, par les gouverneurs ou par les chambres locales. Les démocrates, ils ne sont pas non plus à l'État, je rassure tout de suite, il y a des démocrates qui ont fait du gerrymandering, même s'ils l'ont fait de manière moins flagrante et moins outrancière que les républicains. Et du coup, ça pourrait très bien continuer dans les 2 cas de figure, mais il commence à y avoir un mouvement en faveur d'avoir un découpage électoral plus fidèle, soit au découpage des villes, au cadastre ou à la réalité géographique. Et par exemple, je sais que la Californie a réformé récemment son découpage des circonscriptions électorales qui doivent obéir à des règles géographiques et urbanistiques et non plus de découpage complètement arbitraire des circonscriptions électorales. Donc il y a un mouvement un peu favorisé pour le coup par la Constitution des États-Unis qui essaye de réduire le gerrymandering. Donc on peut penser que quel que soit le vainqueur de l'élection, le gerrymandering va être un peu diminué aux États-Unis. Kamala Harris ou Kamala Harris, effectivement, il y a en quelque sorte un double choix qui a été fait. Il y a à la fois le choix, Biden avait dit clairement qu'il nommerait une femme comme vice-présidente,
C'était un choix qui reposait sur un équilibre, hein, voilà, de dire, on met à la place de Biden, puisque moi je suis un homme, je suis votre candidat à la présidence, la vice-présidente serait une femme. C'est pas la première fois qu'une vice-présidente est une femme, puisqu'il y avait eu Geraldine Ferraro sous le ticket de Walter Mondale en 1984. Il avait été battu, donc voilà. Donc c'était ce choix. Et après, Biden a fait clairement le choix d'une représentation plus fidèle de l'Amérique. Comme je le disais, la démographie, la sociologie américaine change, c'est un pays de plus en plus métissé. Et donc, en choisissant Kamala Harris, il a clairement cherché à envoyer un message, puisque Kamala Harris a à la fois des origines noires américaines, c'est-à-dire descendante d'esclaves africains, et du côté de sa mère, de son père, je sais plus, j'ai oublié, là j'ai un trou, d'origine indienne, l'Inde, en Asie. Donc elle présente un profil à la fois atypique et qui est en quelque sorte symbolique de cette nouvelle démographie américaine. Donc ça, c'est le premier aspect du choix, c'est de se dire, voilà, moi j'essaie de proposer un ticket qui représente les États-Unis aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est que Joe Biden est tout jeune, il a promis, mais bon, ça c'est une promesse qui n'engage que ceux qui veulent bien l'écouter, d'être un président de transition. Ce que beaucoup de gens ont interprété comme je ne ferai qu'un seul mandat de 4 ans et ensuite je passerai le relais à mon ou ma successeur. Et évidemment, dans une circonstance comme ça, Kamala Harris figure de favorite, puisque voilà, ce qui est le plus compliqué pour les candidats à la présidence aux États-Unis, c'est d'acquérir une notoriété sur un État aussi grand, aussi peuplé et aussi divisé. Alors, je parle pas de la division politique, là je parle de la division géographique, puisqu'il y a 3 fuseaux horaires, il y a des chaînes de télé très différentes d'un bout à l'autre du pays. Et donc, acquérir une notoriété au niveau national est l'aspect le plus difficile pour tous les candidats. Et Kamala Harris a, de ce fait, bénéficie désormais d'une exposition nationale en tant que candidate à la vice-présidence au côté de Biden. Et donc, il y a l'aspect, non seulement si Biden, je ne lui souhaite pas, mais tombait malade ou mourait durant sa présidence, Kamala Harris sera la successeur désignée, et elle serait également la personne la mieux positionnée lors des prochaines élections pour reprendre le flambeau démocrate. Donc voilà, dans ce sens-là, le choix de Kamala Harris est à la fois un choix de bonne politicienne, en quelque sorte, et aussi un véritable choix politique où, en quelque sorte, Biden dit « après moi, Kamala Harris ». Et ça aura de l'influence. Thomas, regarde la question de Cécilia, là, qui parle de Biden, qui se pose en anti-Trump que ça son programme. On a l'impression que les démocrates n'ont jamais de bons candidats. Il n'y a pas de jeunes gens qui viennent derrière. Il n'y a pas une école démocrate, il n'y a pas de débat. C'est très pauvre quand même pour un pays de X millions d'habitants. C'est vrai. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat, parce qu'il y a effectivement de très gros débats qui agitent la gauche américaine, et ce depuis au moins le mandat Obama. C'est le débat au sein du Parti démocrate entre des gens qui veulent une gauche plus sociale, plus participative, plus écologiste, et la hiérarchie démocrate qui est beaucoup plus centriste. Et c'est le débat effectivement qui a été incarné par Bernie Sanders en 2016, puisqu'il était à 2 doigts de battre Hillary Clinton. Et Bernie Sanders a à nouveau tenté son coup cette année. Et il y a véritablement un vrai débat qui agite le Parti démocrate entre, en gros, la gauche et le centre-gauche, pour aller vite. Il est très vivace, il y a plein d'idées. Faut pas croire qu'on discute pas les débats autour du revenu universel, comme on a pu nous en avoir en France, ont été très vives au sein du Parti démocrate durant les primaires. Les questions de l'assurance santé, est-ce qu'on fait une assurance santé universelle ou est-ce qu'on réaménage le système actuel qui est un peu bancal et qui dépend des gros assureurs privés? La question écologique, est-ce qu'on adopte un taux énergie renouvelable, on impose les taxations sur les voitures, ou est-ce qu'au contraire on adopte une approche plus modérée? Tout ça, ce sont des débats qui existent, mais effectivement, et là je rejoins ce que disait Philippe et ce que sous-entendait Cécilia dans sa question, tout a été mis un peu
derrière le rideau pour défaire Trump. Et donc, Joe Biden, qui lui est pour le coup, c'est un vrai centriste. Il est vraiment dans le camp des centristes de gauche, comme l'était Hillary Clinton il y a 4 ans. La seule différence, c'est que ce coup-ci, la partie vraiment à gauche du Parti démocrate, qui il y a 4 ans avait un peu choisi de rester chez elle, ne pas aller voter pour Hillary Clinton le jour de l'élection, aujourd'hui a décidé de soutenir Biden coûte que coûte pour défaire Trump. Donc, aujourd'hui, la configuration, c'est celle-là. Effectivement, Biden ne met pas en avant son programme et il martèle une chose et une seule, la réponse de Donald Trump à la pandémie du Covid. Et, entre guillemets, il mène une campagne extrêmement disciplinée, extrêmement calibrée, et pas très enthousiasmante, c'est vrai, où son programme est mis à l'arrière-plan, et tout ce qu'il cherche finalement, c'est à marquer des points. C'est un peu, voilà, c'est, pour prendre une analogie avec un match de boxe, c'est un boxeur qui ne chercherait pas le chaos, ou qui ne chercherait pas à montrer combien il a un beau jeu de jambes, des beaux crochets, et qui chercherait à asséner un maximum de coups à l'adversaire, à marquer des points pour, in fine, gagner au point. Et c'est ce que fait Biden. Il ne parle effectivement pas exclusivement, mais énormément du Covid, parce qu'il sait que c'est le point faible de Donald Trump. Et Donald Trump, là-dessus, n'a pas de bonne réponse à apporter. Et c'est pour ça que, voilà, il faut effectivement... Biden n'est pas enthousiasmant. Bon, il n'a jamais été durant sa carrière un politicien très charismatique, mais il a fait le choix de calibrer ça sur la réponse au Covid, parce que ça lui permettait effectivement de taire, ou en tout cas de mettre sur silence la fracture qu'il y a au sein du Parti démocrate entre la gauche et le centre-gauche, mais ça lui permettait aussi de rallier des électeurs conservateurs déçus Trump. Et ça, c'est aussi le pari qu'a fait Biden en disant, voilà, moi, mon programme de réforme d'assurance santé, etc., je mets tout ça un peu sous le tapis, et j'attaque Trump sur le Covid, et comme ça, les républicains modérés qui Trump fait pas trop leur tasse de thé vont voter pour moi. Et c'est un choix purement rationnel qu'a fait Biden à ce niveau-là. Regarde Thomas, il y a Ismaël qui a fait un rêve, comme on dit là-bas. On rêvait d'un président socialiste aux États-Unis. Alors, la première question, c'est de savoir ce qu'on met sous le terme socialiste, parce que les Américains ne mettent pas la même chose que nous. C'est communiste. Voilà. Donc, par exemple, Bernie Sanders, qui se revendique du label socialiste, si on le transpose en Europe, c'est un travailliste britannique, c'est un membre du Parti socialiste en France, c'est un membre du SPD en Allemagne ou du PSOE en Espagne. Hein. Voilà, c'est Bernie Sanders. Il promet pas la nationalisation des biens de production et la planification rigide sur 5 ans. Hein. Donc voilà, c'est cette question. Alors, est-ce qu'on peut attendre un président comme ça, hein? Je crois qu'un président communiste, non, ça on n'aura jamais ça aux États-Unis. Je pense qu'il faut pas rêver ou cauchemarder pour certains. Mais un président social-démocrate véritablement de gauche, je pense que oui, hein, parce que un certain nombre de sondages ont montré que si Bernie Sanders avait été le candidat en 2016, il aurait battu Trump. Et on peut instinctivement le penser. Et d'ailleurs, même Trump lui-même le pensait, parce que il y a eu des fuites sur une toute autre histoire il y a 1 an dans le Washington Post. Je crois que c'était le Washington Post avait eu accès à un enregistrement d'une rencontre entre Trump et puis des lobbyistes, et puis ils discutaient tout et n'importe quoi, enfin principalement des questions qui intéressaient les lobbyistes, mais Trump, comme il le fait souvent, partait dans des tangentes, et Trump lui-même reconnaissait que si les démocrates avaient nommé Sanders il y a 4 ans, il aurait vraiment été défait par Sanders. Et voilà, tout ça fait partie de cette démographie changeante aux États-Unis, un pays davantage multiculturel, un pays davantage urbain, et un pays davantage à gauche. Et il y a ce paradoxe sur un certain nombre de questions que l'on pense être intangibles aux États-Unis, comme la question de la peine de mort, ou la question des armes, par exemple. Quand on fait des sondages au niveau national, on se rend compte que la majorité d'Américains sont favorables à une assurance santé universelle, sont favorables à l'abolition de la peine de mort. Alors, il n'y a pas de majorité, mais donc ça s'accroît. Année après année, le nombre d'Américains qui sont contre la peine de mort s'accroît, de la même manière que le nombre d'Américains qui souhaitent
non pas l'interdiction totale de la vente d'armes, mais en tout cas des restrictions sur les ventes d'armes, s'accroît d'année en année. Donc, et puis bon, la question écologique qui encore plus aux États-Unis qu'en France est quand même assez liée à la gauche, on se rend compte que toutes ces idées progressent fortement année à année aux États-Unis. Donc, il y a ce paradoxe aujourd'hui aux États-Unis d'avoir des institutions politiques et juridiques principalement aux mains des conservateurs, avec un électorat de plus en plus progressiste. Et qui vote de manière considérable. La participation est énorme. Voilà. Exactement. Contrairement à l'Europe et la France. Absolument, ouais. Voilà, tu as des questions, 4 questions qui viennent d'arriver, les dernières. Alors ouais, je vais répondre rapidement. Bernie Sanders, secrétaire au travail, c'est quelque chose qui a été discuté, effectivement. Il y a un Bernie Sanders a un peu avancé. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je pense que Biden fera un pur calcul en se disant est-ce que ça lui rapporte des voix, mais on peut imaginer qu'en plus Bernie Sanders a été très loyal à l'égard de Joe Biden, il l'a soutenu mais sans démordre, en étant vraiment d'une clarté limpide, en disant bah voilà, moi j'ai toujours les mêmes idées que Biden, enfin bon je le soutiens, je vote pour lui, etc. Donc on peut penser que Bernie Sanders aura un poste secrétaire au travail, ça serait probablement une bonne idée, un bon message. En plus c'est un poste qui a une certaine importance, il y a des ministres qui comptent un peu pour du beurre dans les cabinets, ce qu'on appelle le cabinet, qui est le conseil des ministres aux États-Unis, et il y a des postes qui qu'on appelle pour du beurre, et en l'occurrence, Labor Secretary, secrétaire au travail, a un vrai pouvoir, donc ça serait un message intéressant envoyé à l'électorat. Les études disaient que Clinton battrait Trump. Alors oui, j'imagine que c'est une question sur les sondages. Les sondages, ils ont commis. Bon, alors après, il faut distinguer encore une fois, vu le mode d'élection, les sondages au niveau national ne se sont pas tellement trompés il y a 4 ans, puisque les sondages au niveau national donnaient Hillary Clinton vainqueur avec 4 à 5% de plus que Trump, et au final, elle a obtenu à peu près 3% de plus que Trump, enfin 3 millions de votes plus. Donc les sondages au niveau national n'étaient pas trop à côté de la plaque. Après, effectivement, les sondages étaient à par État, s'étaient trompés, et c'est comme ça que Trump a pu remporter au niveau des grands électeurs. Et alors, effectivement, tous les sondeurs quand même, parce que tout le monde, moi j'étais à Chicago il y a 4 ans, cette année je suis à Paris, mais il y a 4 ans j'étais à Chicago, et effectivement, personne s'attendait à une défaite d'Hillary Clinton et à une victoire de Trump lui-même, parce que moi je me rappelle, Trump n'avait même pas... Normalement, chaque candidat loue une immense salle pour le rassemblement de la soirée électorale, et Donald Trump n'avait loué aucune salle, il était dans son petit hôtel, dans la petite salle de bal de son hôtel. Donc voilà, enfin bon, je ferme la parenthèse. Mais les sondeurs s'étaient trompés sur 2 choses principales il y a 4 ans. Ils ne prenaient pas en compte le niveau d'éducation des sondés. Et on s'est rendu compte que c'était un gros facteur dans les motivations de vote, puisque une majorité écrasante de l'électorat blanc qui n'a pas fait d'études vote pour Trump aux États-Unis. Donc depuis ils ont corrigé ça, et lorsqu'ils sondent les citoyens, ils introduisent cette variable du niveau d'éducation, comme il y a la variable homme-femme, la variable raciale, la variable niveau de revenu, etc. C'est un premier point qui a été corrigé. Et le deuxième point qui avait échappé aux sondeurs il y a 4 ans, c'est le fait que beaucoup de citoyens américains s'étaient décidés au dernier moment. Et donc avaient pris la décision de voter le jour même. Et ils avaient voté majoritairement pour Trump, ces gens-là. Donc c'est ça qui avait induit en erreur les sondages. C'est-à-dire que quand les sondeurs appelaient ces citoyens, ils leur disaient bah non, je sais pas si je vais voter, donc ils étaient passé dans la catégorie indécis, et en fait ces indécis ont été votés majoritairement pour Trump. Donc ça, est-ce que c'est plus facile à prévoir cette année? Non, c'est pas plus facile à prévoir, mais ce qu'on a pu constater, c'est que le vote par anticipation, par correspondance, bat tous les records cette année, puisqu'on a comme 93 ou 100 millions de bulletins de vote qui ont déjà été postés avant l'ouverture des bureaux de vote aujourd'hui, c'est-à-dire les 2/3 des 150 ou 160 millions d'électeurs qu'on anticipe. Donc, les électeurs indécis, a priori, il n'y en a pas beaucoup cette année. Et même s'ils votaient majoritairement pour Trump, comme ça s'est produit il y a 4 ans, il n'y en a pas beaucoup.
Donc voilà, moi là, je ne suis pas sondeur et je n'ai pas discuté avec les gens directement au sein des instituts de sondage. Mais voilà, c'est ce qu'eux racontent dans la presse et dans leurs interviews aux États-Unis. Donc voilà la raison pour laquelle cette année, a priori, les sondages sont un peu plus fiables il y a 4 ans, même si encore une fois, il y a 4 ans, ils n'étaient pas si éloignés du résultat. Question rapide, est-ce que Pete Buttigieg pourrait être un fort candidat pour le Parti démocrate dans quelques années? Probablement. Hein, il est assez populaire. On commence effectivement à parler de lui pour un poste ministériel ou même je lisais récemment le poste d'envoyé spécial à l'ONU, d'ambassadeur à l'ONU, qui est un poste assez en vue aux États-Unis dans la diplomatie. C'est clair que il a fait forte impression durant les campagnes primaires, et comme je vous l'ai dit, ce qui est le plus compliqué à obtenir pour un candidat aux États-Unis, c'est une reconnaissance nationale, et Pete Buttigieg a commencé à acquérir cette reconnaissance nationale, donc on peut penser qu'effectivement, en tout cas, c'est quelqu'un quand il y a de fortes chances à avoir dans les primaires démocrates dans 4 ans. Bon, c'est bien. Si Léna n'a plus de questions, on va rendre l'antenne. Merci Thomas. On a bien compris que Trump allait gagner ce soir, donc. Voilà, exactement. Vous avez le droit de m'insulter sur les réseaux sociaux demain. Vous pouvez m'insulter. La bonne nouvelle, c'est que ça ne durera que 4 ans, puisqu'il va être rencontré la prochaine fois. Donc, merci d'avoir prêté attention. Merci aux étudiants et continuez comme ça. Vous étiez très bons. Et ma foi, à bientôt sans doute. Merci à tous. Merci à vous. Super question. Bravo.